Et pour en parler avec nous, Michel Crespi, Olivier Roiran, vous avez pu un petit peu suivre ces différentes mondanités aujourd'hui. Il y a eu l'hôtel de ville de Paris, il y a eu d'abord le passage de témoin à l'Élysée, il y a eu l'hôtel de ville de Paris, il y a eu aussi l'hommage à Jules Ferry. Chacun effectivement a pu scruter la façon qu'avait François Hollande de devenir président de la République, puisqu'il est maintenant président de la République. Il n'était que président élu depuis le 6 mai. Et on a aussi scruté la façon de s'en aller du président sortant. Elle a aussi été analysée en détail. Michel Crespi, bonsoir, consultant politique qui a l'habitude d'intervenir sur notre antenne. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop sur cette passation de pouvoir ? C'est un élément, un geste républicain très important, mais on a l'impression qu'elle est très très scénarisée, très théâtralisée quand même. Et de plus en plus. Elle est complètement ritualisée. C'est une espèce de rite républicain, comme l'Église peut avoir des rites. Alors c'est une fois tous les 5 ans quand même, donc c'est quand même pas. Ils abusent pas trop là-dessus. Voilà, mais c'est réglé au millimètre. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, un certain nombre de choses qu'il faut pas faire, et c'est vraiment du rituel complètement, oui. Mais peut-être que la République a besoin de rituels comme l'Église en a besoin. Mais chacun innove en même temps. C'est un rituel, mais dans le détail, la grande innovation, M. Sarkozy a quitté l'Élysée en tenant sa femme par la main. Ce que les autres présidents n'avaient pas fait avant lui. On ne peut pas dire que ça bouleverse le protocole complètement. Certes non. C'est charmant. Après, il y a des éléments de discours. Il y a le premier discours qui est fait par le président de la République, investi à l'Élysée directement. Qu'est-ce qu'on en retient de ce discours ? Il y a des éléments forts que vous avez retenus ? Les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'innovation, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est vraiment un résumé de tous les thèmes que François Hollande a développés pendant sa campagne. Donc la jeunesse, l'Europe évidemment, la dette qu'il faudra résorber, mais la France qui a de grands moyens pour le faire si elle s'y met. Voilà une série de thèmes qui sont ceux qu'il a défendus pendant toute sa campagne, qu'il a récapitulés en quelque sorte. Un nouvel acte de décentralisation aussi qui est annoncé vraiment presque au début de sa prise de parole. C'est pas inédit, il en avait parlé ou Oui, bien sûr, il en a parlé aussi pendant sa campagne. Il a parlé de recentrer la décentralisation, d'une part en redéfinissant les compétences, mais ça fait quelques années que le thème existe et que beaucoup de gens, y compris dans les collectivités territoriales, demandent une redéfinition des compétences qui ne sont pas très claires, effectivement, dans certains cas. Et d'autre part, l'évocation possible, ça il n'a pas dit dans son discours, mais il l'avait laissé entendre dans sa campagne, d'un transfert des universités aux régions. Et ça, ce serait peut-être une innovation, en effet. Ça existe dans beaucoup de pays étrangers, voisins, mais pas en France. C'est quelque chose qui a été demandé, notamment ici en région Languedoc-Roussillon par le président, l'actuel président Christian Bourquin. Parce que le champion de France de foot, maintenant, il est décentralisé. C'est plus Paris, c'est Montpellier. Là, ça commence. On recentre la décentralisation. Si vous vous intéressiez un petit peu au foot, c'est vrai que ça fait un petit moment que PSG n'a pas été champion. C'était pas Paris, c'était Lille. C'était déjà décentralisé. Oui, c'est vrai. Il y a eu Lille, avant il y a eu Marseille, avant il y a eu Bordeaux, avant il y a eu Lyon pendant c'était l'année 8 fois. On bifurque vers le football cette semaine. C'est impossible de ramener les choses. Un mot quand même d'une particularité du discours, c'est François Hollande qui salue et qui passe en revue tous les présidents de la Ve République. Il s'attarde un peu plus sur certains, sur le général de Gaulle, une petite émotion au moment où il évoque François Mitterrand. Lui, c'est un petit peu moins attardé sur Nicolas Sarkozy. Pourquoi il revient sur ses prédécesseurs à votre avis ? Je pense qu'il veut se situer justement dans une continuité républicaine, marquer que c'est pas une rupture avec la tradition démocratique de la France, et donc il a rendu hommage rapidement à chacun de ses prédécesseurs, chacun dans son style, et effectivement de Sarkozy, il n'a pas retenu grand-chose, sinon qu'il lui souhaitait une meilleure vie à partir de maintenant. C'est une taquinerie, quoi. Voilà, il va arrêter après, on imagine.
Je ne sais pas s'il ne soldera jamais les comptes. Je pense qu'il n'est pas très satisfait. Ils vont nous faire le coup de l'héritage. C'est l'héritage, c'est l'héritage, oui, c'est l'héritage. Un peu comme en 81. Bien sûr, tous les gouvernements qui arrivent et qui trouvent une situation difficile commencent par expliquer que la situation est plus difficile que ce qu'ils pensaient. Ce qui généralement est le cas d'ailleurs, parce que très souvent, le gouvernement sortant avait caché sous le tapis un certain nombre de choses qu'il ne voulait pas voir exposées pendant la campagne électorale. Donc oui, le cas dramatique, ça a été la Grèce, où ils ont découvert tout à coup que le déficit était 3 fois plus important que ce qu'ils croyaient. Et c'est depuis ce moment-là que la Grèce est en difficulté grave, quand ils ont annoncé leur vrai déficit. Mais oui, on aura bien sûr pendant 6 mois, quelque chose comme ça. C'est l'héritage, ça va beaucoup plus mal que ce qu'on croyait. On va pas pouvoir faire tout ce qu'on pensait. Un mot des autres symboles de la journée à travers l'investiture. Il n'y avait pas que l'Élysée, il y a eu d'autres phases dans la foulée. Oui, la mairie de Paris, l'hommage à Jules Ferry, l'hommage à Marie Curie. Bon, Mitterrand avait choisi le Panthéon. Ce qui est une façon d'en voir plusieurs aussi, parce qu'ils étaient au même endroit, donc ça faisait moins de déplacements, hein, comme il pleuvait aujourd'hui. mais oui, il a soigneusement choisi toute une symbolique, ça continue à faire partie de ce rituel. Ferry, à cause de sa défense de l'école, Marie Curie, parce que c'est la science, en même temps c'est une étrangère qui est venue apporter ses lumières à la recherche française, donc il y a vraiment une insistance sur les symboles. Ce sont des personnages qui ont de plusieurs facettes, évidemment, comme tout un chacun. Jules Ferry, c'est aussi le chantre de la colonisation, donc ça a été déjà exploité en termes de polémique. Bien sûr, c'est une autre époque, mais enfin, voilà, il y avait déjà des gens qui critiquaient ce principe de colonisation à la fin du 19e siècle. Et puis, bon, Marie Curie, indirectement, c'est aussi toute l'aventure du nucléaire à la française. Oui, enfin, Marie Curie a découvert le radium, elle n'a pas découvert la bombe atomique. Ça, c'est Oppenheimer. C'est le plan du symbole. Beaucoup plus tard. Non, je ne crois pas que ce soit le fait qu'elle ait découvert le radium, c'est le fait que c'était une chercheuse et une femme, une des premières femmes, c'est la première femme prix Nobel chercheuse scientifique. Et donc, c'est aussi pour Hollande une façon de montrer qu'il attend beaucoup de la recherche scientifique, et il l'a dit pendant toute sa campagne. Et effectivement, c'est une des clés de la sortie de crise, le cas échéant, que l'innovation. Et d'autant plus lorsqu'on peut honorer en même temps une femme. On a parlé de l'investiture, un mot de la première décision. Alors il y a 2 personnages, dont un important qui a été dévoilé, c'est le Premier ministre évidemment. Il y a aussi le secrétaire général de l'Élysée qui lui a annoncé le nouveau Premier ministre. Parlons du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes, 6e ville de France. Pas vraiment une surprise, hein. Dans les derniers jours, on s'attendait. Pourquoi ce profil-là d'une personnalité telle que Jean-Marc Ayrault? C'est difficile à comprendre sans une perspective sur ce qui s'est passé au Parti Socialiste depuis 20 ans. Hein. Jean-Marc Ayrault est quelqu'un à qui Hollande n'a rien à reprocher. Et qui n'a pas pris des positions à l'intérieur du Parti Socialiste qui auraient pu lui poser des problèmes. Donc c'est quelqu'un sur qui il va pouvoir s'appuyer complètement. Il a besoin d'un fidèle. Il l'a dit dans son discours, il a dit « moi je vais présider, je ne vais pas gouverner ». Et il a rappelé que d'après la Constitution, c'est le gouvernement qui dirige et conduit la politique de la nation, pas le président. Il a parlé de loyauté aussi. Voilà. Hein. Il veut revenir à une lecture plus traditionnelle de la Constitution, qui était un peu celle de Mitterrand d'ailleurs, un peu plus celle de Mitterrand que celle de Sarkozy ou de Giscard, qui eux étaient très présidentialistes tous les deux. C'est ça, pas un hyper-président Non, il a exprimé la volonté de ne pas être un hyper-président. Peut-être les circonstances l'y obligeront-elles à un certain moment, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est laisser le gouvernement gouverner, mais pour ça, il faut un gouvernement en qui il ait toute confiance et représenter ses caractéristiques. Alors, une question, il a été dit pendant la campagne qu'on ne pouvait pas être ministre ou Premier ministre, encore moins, et président et responsable d'un grand exécutif comme une ville, la 6e ville de France. Jean-Marc Ayrault va devoir faire un choix. Vraisemblablement, oui. Je pense que beaucoup attendent Hollande sur cette histoire de cumul des mandats. En effet, s'il commence à reculer sur ce point-là, il va entamer sa crédibilité, et particulièrement s'il s'agit du Premier ministre. Donc il a dû déjà dire à Jean-Marc Ayrault que s'il acceptait d'être Premier ministre, eh bien, il faudrait qu'il renonce à être maire de Nantes. En même temps, Premier ministre, c'est un peu un boulot un peu à plein temps. Hein. Oui. Oui, on peut le dire. Et les journées ne font que 24 heures. On peut le dire. Un mot du gouvernement qui sera dévoilé ce mercredi, normalement. Quelques pistes sur les grands ministères.
On parle d'un gouvernement resserré autour de... Ça, on le dit un peu à chaque fois, gouvernement resserré. Chaque fois, on parle d'un gouvernement resserré et on met en place un gouvernement resserré. Il y a un économiste australien qui s'appelle Northcote Parkinson qui a compté le nombre de ministres des différents gouvernements, mais pas seulement en France, dans une série de pays. Et on commence toujours par resserrer le gouvernement. On a un gouvernement restreint juste après l'élection, et petit à petit, il enfle. Jusqu'au moment où il atteint un certain degré, il a pratiquement doublé, et à ce moment-là, on dit non, c'est pas possible, il faut un gouvernement resserré, et on revient. Il y a comme ça une espèce de dilatation et de rétraction des gouvernements, et donc là, on est complètement dans le cadre de ce que savaient les scientifiques sur le sujet. Et on connaît les personnalités qui vont être en face de ces gros ministères, entre guillemets. C'est difficile d'écarter ce qu'on appelle les éléphants, les principaux poids lourds du Parti socialiste. Ceux qui sont derrière, là, François Hollande, qu'on voit sur ces images. Martine Aubry, Laurent Fabius. Voilà, à moins qu'il y ait des motifs absolument impératifs, la plupart en feront partie, sauf peut-être un ou deux qui préféreront garder leurs prérogatives locales. Les grandes mairies, par exemple, c'est possible. C'est pas certain que Aubry fasse partie du gouvernement si elle veut rester maire de Lille. C'est quand même un poste important. Voilà, mais normalement, la plupart des poids lourds y seront. Alors à quel poste, comment, ça c'est le travail de Jean-Marc Ayrault, il va y passer la nuit. Les Verts, l'entrée des Verts éventuelle au gouvernement? Probablement, oui. Ça semble à peu près acquis. L'indice sûr, c'est que Cécile Duflot se présente à Paris aux législatives et à un endroit où il y avait une sortante socialiste. Et la sortante socialiste menaçait de se présenter contre Cécile Duflot malgré les consignes de son parti. Et elle a accepté hier d'être suppléante de Cécile Duflot. Or, vous savez que si Cécile Duflot devient ministre, sa suppléante deviendra députée. Donc elle conservera son siège. Le fait qu'elle ait accepté cet accord, ça donne un signe. C'est entendre que Cécile Duflot sera ministre. Je vous ai déjà posé la question à peu près 14 fois depuis dimanche dernier, toujours, mais j'insiste, voilà, pas de ministre issu de la région Languedoc-Roussillon. Vraisemblablement pas. Vraisemblablement pas. On voit pas très bien qui. Oui, Jean-Marc Ayrault, oui, ça, c'est une bonne blague. Bah oui. Oui, Ayrault. Oui, d'accord. C'est la séquence comique, hein, normalement, mais c'est plus tard. C'est après la pub. Non, apparemment pas. Parmi les noms qui circulent, il n'y a pas d'Héraultais. Il n'y en avait pas non plus au cas où Sarkozy... Ou des Gardois, ni de Gardois, des Audois, ni de Lozériens en général, ni de... Lozériens... Peut-être un catalan espagnol. Un catalan espagnol. Paul Castelli à la culture, Manuel Valls. C'est jamais bon, possible. C'est pas très probable. C'est pas très probable parce que Hollande a laissé entendre qu'il prendrait essentiellement des élus et qu'il ferait très peu de place à des personnalités qui ne seraient pas élues et aucune à des personnalités qui seraient battues. Il y en a quelques-uns qui vont jouer leur ministère aux législatives. Oui, parce que donc ça va nous faire la conclusion. Tout ça, c'est très bien, mais si patatrac pour François Hollande et le Parti socialiste, il y avait une défaite aux législatives, finalement, les patrons, ça resterait l'UMP. Ah oui. Si les socialistes et la gauche sont battus aux législatives, le Premier ministre prochain, à partir de juin, dans un mois, c'est probablement Jean-François Copé, avec un gouvernement de droite, oui. Est-ce que c'est une hypothèse probable? Vous suivez les sondages, les projections, etc. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas probable, c'est pas du tout impossible. C'est pas du tout impossible parce qu'il y a une centaine de sièges qui tiennent à 1%. 90, 92, je ne sais plus le nombre exact, qui tiennent à 1%. Donc il suffit que dans 45 circonscriptions, ça change de 1% pour renverser la majorité. Donc ça, c'est pas exclu. C'est pas probable à l'heure actuelle parce que si tous les Français votent comme ils l'ont fait au présidentiel, les socialistes devraient avoir, la gauche plutôt, pas tout à fait les socialistes, devraient avoir une majorité. Mais il y a beaucoup de situations locales qui peuvent changer la donne. Juste un dernier mot. Dernière question. Voilà, sur les législatives, il y a eu des rumeurs de la venue de Jean-Luc Mélenchon dans l'Hérault, ou alors même dans les Bouches-du-Rhône. Finalement, il va affronter Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. C'était quoi? C'était, à votre avis, un coup de com' ou il a vraiment eu l'intention de venir dans l'Hérault? Non, il a regardé 4 ou 5 circonscriptions où le front de gauche était particulièrement haut. Il y en avait une en Gironde, il y en avait une dans les Bouches-du-Rhône, il y en avait une dans l'Hérault,
Finalement, il a choisi Hénin Beaumont, mais effectivement, ça faisait partie des hypothèses possibles, parce que dans la deuxième, c'est une des rares chances possibles, éventuelles, de succès du Front de gauche. Allez, on ira pas là-dessus jusqu'à Hénin Beaumont. Quand même, on a enregistré un le débat enregistré cet après-midi, jeudi. Voilà, Diffusion 20h45, c'est le débat de la 8e. La 9e, j'arriverai jamais. De l'Hérault. Jamais. La 9e circonscription, celle qui est à l'est de l'Hérault, la Grande Motte. Moguio, une partie de Lunel et le 4e canton. C'est la nouvelle, c'est une des deux nouvelles. Exactement. Voilà, la deuxième nouvelle. Merci beaucoup, Michel Crespy, mais restez avec nous. Nous, on n'a pas la passation de pouvoir, on a le festival du Comedy Club. À tout de suite.